Dans le Paris d'après-guerre, au cœur d'une ville encore marquée par les cicatrices de l'occupation, naît une enfant qui, sans le savoir, allait devenir l'une des voix les plus emblématiques de la chanson française. Françoise Hardy voit le jour le 17 janvier 1944 dans le 9e arrondissement de Paris. Elle grandit dans un contexte modeste, élevée principalement par sa mère, tandis que son père reste une figure distante et absente. Ce climat familial forge chez elle une sensibilité aiguë, un mélange de timidité et d'observation qui deviendra plus tard une part essentielle de son charme artistique. Dès ses premières années, la petite Françoise se montre discrète, absorbée par ses lectures et ses rêveries. Elle se distingue par son regard mélancolique et sa voix douce. À l'école, elle n'est pas la plus exubérante, mais ses enseignants notent déjà son sérieux et sa curiosité intellectuelle. Dans ce Paris en reconstruction, la musique joue un rôle central. La radio diffuse les succès d'Édith Piaf, Charles Trenet et Georges Brassens. Ces airs résonnent dans l'appartement familial et façonnent l'oreille musicale de la jeune fille. Adolescente, Françoise Hardy découvre le rock and roll et la pop anglo-saxonne qui déferlent en Europe à la fin des années 1950. Fascinée par Elvis Presley, les Everly Brothers et Connie Francis, elle commence à rêver d'une carrière artistique, même si la timidité et le poids des conventions familiales l'empêchent d'y croire pleinement. Pourtant, un événement décisif va changer le cours de son destin. Pour son baccalauréat, sa mère lui offre une guitare acoustique. Cet instrument devient immédiatement son refuge et son outil d'expression. Elle y consacre des heures, perfectionnant des accords simples mais efficaces et composant ses premières mélodies. Dans les couloirs de son lycée parisien, Françoise se distingue par son allure déjà élégante et atypique. Ses camarades la voient comme une jeune fille sérieuse, presque distante, mais dotée d'un goût raffiné. C'est à cette époque qu'elle écrit ses premiers textes, inspirés de ses propres émotions et de ses observations sur la jeunesse de son temps. Ses chansons parlent d'amours adolescentes, de solitude, d'attente et d'espoir, des thèmes universels qui trouveront bientôt un écho immense. En 1961, alors qu'elle n'a que 17 ans, Françoise passe une audition chez Vogue, un label parisien en pleine expansion. Elle se présente seule, guitare à la main, vêtue simplement. Sa voix, fragile mais sincère, capte immédiatement l'attention des producteurs. Elle n'a rien à voir avec les chanteuses sophistiquées de l'époque, elle incarne une jeunesse authentique et moderne. Le directeur artistique, Jacques Wolfson, décide de lui donner une chance. Cette rencontre marque le véritable début de sa carrière professionnelle. Le climat culturel de la France du début des années 1960 favorise cette émergence. La jeunesse cherche des idoles qui lui ressemblent, loin des grandes divas de la génération précédente. Françoise Hardy, avec sa silhouette élancée, ses cheveux longs et sa guitare, incarne parfaitement ce besoin de nouveauté. Dans les coulisses, elle reste cependant une jeune fille timide, peu habituée aux projecteurs et au rythme effréné de l'industrie musicale. En parallèle de ses premiers pas dans la chanson, Françoise poursuit ses études, notamment en langue et en lettres. Cette formation académique enrichit ses textes et lui donne une ouverture d'esprit rare dans le milieu pop de l'époque. Elle lit des poètes, des philosophes et s'intéresse à l'astrologie, une passion qui l'accompagnera toute sa vie. Cette double identité, étudiante sérieuse et chanteuse montante, confère à son image une profondeur supplémentaire. À cette époque, le style yéyé est en pleine effervescence en France. Inspiré du rock anglais et américain, ce mouvement musical séduit les adolescents et bouleverse le paysage culturel. Françoise Hardy ne se contente pas de suivre la tendance, elle la façonne. Ses compositions originales, souvent autobiographiques, contrastent avec les reprises formatées de ses contemporains. Dès ses premiers enregistrements, on sent une authenticité et une pudeur qui séduisent immédiatement le public. Les répétitions en studio deviennent pour elle un terrain d'apprentissage. Elle découvre la technique d'enregistrement, la disposition des micros, la direction d'orchestre. Timide, elle n'ose pas toujours en poser ses choix, mais ses producteurs comprennent vite qu'elle a un instinct artistique sûr. Sa voix, posée et légèrement voilée, confère à ses chansons une atmosphère intime et reconnaissable. En 1962, alors qu'elle n'a que 18 ans, Françoise Hardy enregistre Tous les garçons et les filles. Cette chanson, simple et poignante, évoque la solitude adolescente face à l'amour et au couple. Le morceau devient un phénomène. Il se vend à des millions d'exemplaires et propulse la jeune chanteuse au rang de star nationale. Mais ce succès planétaire appartient encore à la partie suivante de son histoire. Pour l'instant, à la charnière de 1961 et 1962, Françoise Hardy demeure cette jeune fille parisienne discrète qui compose sur sa guitare dans sa chambre, rêve de liberté et d'évasion et ne soupçonne pas l'impact culturel qu'elle s'apprête à avoir. La presse commence à s'intéresser à elle, intriguée par cet artiste qui semble incarner à la fois l'innocence et la modernité.
Elle apparaît dans quelques émissions de télévision, toujours sobre et un peu timidée, contrastant avec les vedettes plus extravagantes du moment. La force de Françoise Hardy à cette période réside dans sa sincérité. Elle ne joue pas un rôle. Ce que le public voit, à l'écran et entend sur les disques, correspond réellement à sa personnalité. Cette authenticité deviendra la clé de sa longévité artistique et de son aura mythique. Derrière les projecteurs, elle reste proche de sa mère et de sa sœur, menant une vie relativement ordinaire entre les cours, les répétitions et les premiers contrats. Ce premier chapitre de sa vie trace déjà les grandes lignes d'un destin hors du commun. Une enfance modeste mais riche d'émotions, un tempérament discret mais déterminé, un goût précoce pour la musique et l'écriture, et une entrée dans l'industrie musicale marquée par l'intégrité et la sensibilité. Tout cela annonce l'éclosion d'une icône qui, au fil des décennies, sera évoluée tout en restant fidèle à elle-même. Ainsi s'achève la première partie de cette fresque consacrée à Françoise Hardy. Dans les années qui suivent, sa voix, son style et son image vont conquérir la France puis l'Europe entière, faisant d'elle l'une des figures incontournables de la chanson et de la mode. Mais avant d'aborder cette ascension fulgurante, il faut se rappeler cette jeune fille timide de Paris, guitare à la main, prête à chanter ses espoirs et ses doutes à une génération en quête de nouveaux repères. Au début de l'année 1962, Françoise Hardy est encore presque inconnue du grand public. Pourtant, tout va changer avec la sortie d'une chanson qui va marquer à jamais la mémoire collective. Enregistrée en mai et publiée en juin, Tous les garçons et les filles devient rapidement un hymne générationnel. Avec sa mélodie simple, son texte mélancolique et la voix douce de Françoise, le titre touche immédiatement le cœur des adolescents français. Dans cette chanson, elle raconte la solitude d'une jeune fille qui voit les couples se former autour d'elle tandis qu'elle reste seule. Cette sincérité bouleverse, car elle exprime un sentiment partagé par des milliers de jeunes. En quelques semaines, le 45 tours se vend à des millions d'exemplaires. Françoise Hardy, qui avait encore du mal à croire à son destin artistique, se retrouve propulsée sur le devant de la scène. Les journaux parlent d'elle comme d'un phénomène, et la télévision l'invite sur ses plateaux. Sa première prestation à l'émission Salut les copains marque les esprits. Guitare à la main, silhouette élancée, robe simple, cheveux longs et raides, elle impose une image radicalement différente des chanteuses de l'époque. Cette ascension fulgurante n'est pas seulement due à la chanson. C'est tout un style que Françoise Hardy incarne, celui d'une jeunesse plus libre, plus moderne, tournée vers l'international. Dans ses interviews, elle reste timide, presque gênée par l'attention qu'on lui porte. Mais ce contraste entre sa réserve et son succès renforce son aura. Elle n'est pas une star fabriquée, elle est une jeune femme réelle avec ses doutes et ses fragilités que le public trouve profondément attachante. En 1963, Françoise Hardy sort son premier album, sobrement intitulé Tous les garçons et les filles, qui contient plusieurs autres chansons marquantes. Son style musical s'affirme, des mélodies pop teintées de folk, des textes personnels et une interprétation qui privilégie l'émotion à la puissance vocale. Cette approche tranche avec les productions plus spectaculaires de l'époque. Elle est comparée aux chanteuses anglo-saxonnes qu'elle admire, mais elle conserve une identité française très marquée. Le phénomène Hardy dépasse rapidement les frontières hexagonales. Ses chansons sont traduites et adaptées en anglais, en italien et en allemand. Elle est invitée à chanter à Londres, Berlin, Rome et même aux États-Unis. Sa timidité reste intacte, mais elle s'adapte au rythme effréné des tournées et des enregistrements. Les magazines internationaux la photographient, fascinés par son allure androgyne et élégante. Elle devient la première chanteuse française de sa génération à obtenir une reconnaissance mondiale sans avoir à changer radicalement son style. Dans ces années 1960, Françoise Hardy devient aussi une figure de mode. Les couturiers de l'époque voient en elle la muse idéale. André Courrèges, Paco Rabanne et Marie Cointe rivalisent pour l'habiller. Elle adopte des tenues futuristes, des mini-jupes et des bottes blanches qui marqueront l'imaginaire collectif. Sur scène comme à la télévision, elle incarne une esthétique nouvelle en phase avec l'explosion du pop art et des mouvements de jeunesse. Ce mélange de musique et de style fait d'elle une icône totale. Pourtant, derrière cette image moderne, Françoise Hardy reste fidèle à elle-même. Elle écrit la majorité de ses chansons et contrôle autant que possible son image publique. Cette autonomie artistique est rare à l'époque, surtout pour une jeune femme dans l'industrie musicale. Elle refuse certains compromis et garde une ligne sobre dans ses prestations. Cette exigence contribue à sa crédibilité auprès des critiques et à la profondeur de son répertoire. La presse, fascinée, multiplie les reportages. Les fans l'attendent à la sortie des studios, lui envoient des lettres et des cadeaux. Des clubs de fans se créent en France et à l'étranger. Son visage orne des couvertures de magazines de mode et de musique, parfois dans le même mois.
Elle apparaît à côté des Beatles, de Bob Dylan et des Rolling Stones dans les rubriques Nouvelles icônes de la jeunesse internationale. En 1965, Françoise Hardy est invitée à représenter Monaco au concours Eurovision de la chanson avec le titre L'amour s'en va. Bien qu'elle n'obtienne pas la première place, sa prestation est largement remarquée et contribue à sa notoriété européenne. L'expérience la confirme dans son désir d'élargir son répertoire et d'expérimenter de nouveaux styles. Elle enregistre bientôt des titres en anglais comme All Over the World qui lui valent un public fidèle au Royaume-Uni et au Canada. Au sommet de sa gloire, elle garde pourtant un rapport ambivalent à la célébrité. Dans des interviews de l'époque, elle confie son malaise face aux projecteurs et son besoin d'intimité. Elle ne fréquente pas beaucoup les soirées mondaines et préfère rester chez elle, lire ou écrire. Cette attitude renforce encore son image d'artiste sincère et distante, presque mystique, en contraste avec la frénésie médiatique des 60. Musicalement, la fin des années 1960 voit Françoise Hardy évoluer vers des sonorités plus folk et plus introspectives. Elle collabore avec des musiciens de renom et explore des thèmes plus adultes dans ses textes. Si tous les garçons et les filles exprimaient l'adolescence, ses chansons suivantes abordent la maturité, les désillusions amoureuses et la quête identitaire. Elle se distingue ainsi de nombreuses chanteuses yéyés qui peinent à dépasser l'image adolescente. Son couple avec Jacques Dutronc, chanteur et compositeur, commence à occuper l'espace médiatique. Bien qu'elle reste discrète, leur relation intrigue la presse people et fascine le public. Deux icônes de la musique française réunies forment un duo mythique, même s'ils choisissent de préserver une part de mystère sur leur vie privée. À la fin de la décennie, Françoise Hardy est devenue bien plus qu'une chanteuse à succès. Elle est un symbole culturel, une passerelle entre la France traditionnelle et la modernité internationale. Sa silhouette fine, sa voix douce et ses textes personnels résument les aspirations d'une génération entière. Elle inspire des écrivains, des photographes, des réalisateurs et des stylistes. Même Andy Warhol la cite parmi les visages marquants de l'époque. Pourtant, cette reconnaissance mondiale ne change pas fondamentalement son caractère. Elle continue à douter d'elle-même, à se poser des questions sur le sens de la célébrité et à chercher dans l'écriture et la musique un exutoire à ses angoisses. Cette tension intérieure donne à son art une profondeur que peu d'autres artistes de la scène pop possèdent alors. Dans les années 1960, Françoise Hardy aura ainsi imposé un style unique et une identité forte. Elle a su transformer la mélancolie en force, la discrétion en signature et l'authenticité en marque de fabrique. À travers ses chansons, ses looks et sa personnalité, elle a offert à la jeunesse française et européenne un miroir dans lequel se reconnaître. Cette ascension fulgurante, qui part d'une guitare offerte pour un anniversaire et déboule sur des tournées mondiales, illustre la puissance du talent combiné à l'air du temps. Mais elle ne marque que le début d'un parcours artistique beaucoup plus long qui connaîtra des métamorphoses, des épreuves et des triomphes silencieux. C'est ainsi que s'achève la deuxième partie de cette fresque consacrée à Françoise Hardy. Après avoir conquis la scène musicale et médiatique des années 1960, elle va entamer dans les décennies suivantes une évolution profonde, à la fois artistique et personnelle, qui l'amènera du statut de star à celui d'icône intemporelle. La troisième partie de ce récit explorera cette transformation et le rôle qu'elle a joué dans la construction de son mythe. Au tournant des années 1970, Françoise Hardy n'est plus seulement une chanteuse à succès, elle est devenue un symbole vivant. Les magazines du monde entier la présentent comme la figure du chic parisien et les maisons de couture rivalisent pour l'habiller. Elle a déjà collaboré avec Courrèges, Paco Rabanne et Yves Saint Laurent, mais désormais son influence dépasse la simple mode. Elle incarne une vision de la femme moderne, indépendante, intellectuelle et sensible, loin des clichés glamour. Cette image d'icône culturelle se construit en parallèle d'une profonde introspection personnelle. Derrière les projecteurs, Françoise Hardy mène une vie plus discrète. Son tempérament réservé et son goût pour la lecture et l'astrologie contrastent avec l'effervescence du show business. Elle consulte des astrologues, étudie les cartes du ciel et s'intéresse aux spiritualités orientales. Cette dimension ésotérique nourrit ses textes, qui gagnent en profondeur et en mystère. Ces chansons des années 1970 ne se limitent plus aux thèmes adolescents. Elles explorent les grandes questions de l'existence, le temps qui passe, la fragilité des sentiments, la quête de sens. Sur le plan musical, elle se détache progressivement du mouvement yéyé pour s'orienter vers des sonorités plus folk, plus rock ou plus orchestrales. Elle collabore avec de nouveaux auteurs et compositeurs, cherchant à se renouveler. Son album La Question, 1971, produit avec le guitariste brésilien Tuca, marque une rupture stylistique majeure. Les arrangements dépouillés et les textes poétiques séduisent la critique, qui y voit l'un de ses chefs-d'œuvre.
Ce disque, longtemps considéré comme confidentiel, sera réhabilité des décennies plus tard comme un classique. Au-delà de ses choix artistiques, c'est sa relation avec Jacques Dutronc qui occupe une place importante dans sa vie. Leur rencontre, au milieu des années 1960, a été un choc mutuel. Dutronc, déjà star de la chanson et personnalité exubérante, complète le caractère réservé de Françoise Hardy. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus célèbres de la scène culturelle française. Pourtant, ils préservent jalousement leur intimité. Peu d'images circulent de leur vie commune, ce qui alimente le mystère. En 1973, ils accueillent la naissance de leur fils, Thomas Dutronc. Pour Françoise, la maternité représente un tournant. Elle confie dans des interviews ultérieures que cette expérience a bouleversé sa vision du monde et renforcé son besoin de stabilité. Tout en poursuivant sa carrière, elle consacre beaucoup de temps à l'éducation de Thomas, cherchant à lui offrir une enfance plus paisible que la sienne. Cette dimension maternelle, peu visible dans les médias, ajoute une couche de complexité à son image publique. Dans le même temps, son style vestimentaire évolue. Elle adopte des tenues plus sobres, des couleurs plus neutres et des coupes minimalistes. Elle s'éloigne des excès futuristes des 60s pour un look plus intemporel. Cette transformation reflète aussi une maturité artistique. Elle veut que la musique prime sur l'image. Toutefois, elle reste une muse pour de nombreux photographes et designers qui continuent à la solliciter pour des campagnes ou des portraits. Les années 1980 voient Françoise Hardy s'affirmer comme une artiste exigeante. Elle ne court pas après les hits à tout prix, préférant explorer de nouvelles voies. Ses albums de cette période, comme Message personnel 1973, Star 1977 ou À suivre 1981, témoignent d'une écriture plus adulte et plus intime. Elle y parle d'amour, mais aussi de désillusion, de solitude et d'espérance. Sa voix gagne en profondeur et ses interprétations deviennent plus habitées. Dans l'industrie musicale française, dominée par les hommes, cette démarche force le respect. Françoise Hardy réussit à imposer son style et ses conditions, prouvant qu'une femme pouvait être à la fois interprète, auteure et directrice de son image. Elle participe à la production de ses disques, choisit ses musiciens et supervise les pochettes. Cette autonomie artistique préfigure l'attitude de nombreuses chanteuses contemporaines qui revendiquent leur indépendance. Parallèlement à la musique, elle continue à être sollicitée par le cinéma. Elle avait déjà joué dans quelques films dans les années 1960, souvent des comédies légères ou des rôles secondaires. Dans les années 1960, elle choisit ses apparitions avec parcimonie, privilégiant des projets plus audacieux. Son jeu d'actrice reste discret, mais sa présence à l'écran fascine les réalisateurs par sa beauté mélancolique. Ce mélange d'activité publique et de retrait privé crée un paradoxe. Françoise Hardy est omniprésente dans l'imaginaire collectif, mais rare dans les médias. Elle accorde peu d'interviews, choisit soigneusement ses confidences et fuit les polémiques. Ce contrôle contribue à construire une image d'icône intemporelle à l'abri de l'usure du star system. Sur le plan personnel, son couple avec Jacques Dutronc traverse des hauts et des bas. Leur relation, souvent décrite comme libre et atypique, suscite la curiosité. Mais malgré les rumeurs, ils maintiennent un lien durable, fondé sur l'affection et le respect. Françoise Hardy dira plus tard qu'il était l'homme de sa vie, même si leur histoire ne ressemblait pas à un conte de fées traditionnel. À la fin des années 1980, Françoise Hardy est reconnue comme une grande dame de la chanson française. Les jeunes artistes la citent comme influence, des reprises de ses chansons apparaissent et son style inspire des créateurs de mode. Elle commence à recevoir des prix pour l'ensemble de sa carrière et des hommages lors d'émissions télévisées. Sa voix, son visage et son univers sont désormais gravés dans la mémoire collective. Pourtant, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Elle continue à enregistrer, à écrire et à se réinventer. Elle publie aussi des livres sur l'astrologie, partageant avec le public sa passion de toujours. Ses ouvrages rencontrent un certain succès et confirment son image d'artiste aux multiples facettes, à la fois chanteuse, écrivaine et observatrice des astres. Cette période de sa vie illustre parfaitement le passage de Françoise Hardy du statut de star à celui d'icône culturelle. Elle a su dépasser le phénomène yéyé pour construire une œuvre durable, intime et personnelle. Elle est devenue un repère pour plusieurs générations, une figure rassurante et inspirante dans un monde médiatique en perpétuel mouvement. À l'orée des années 1990, elle est déjà considérée comme une légende vivante. Sa discrétion, loin de la rendre oubliée, a au contraire renforcé sa légende. Ses apparitions publiques sont vécues comme des événements rares et précieux. Elle incarne une élégance française qui traverse le temps, un mélange de mélancolie et de lucidité qui parle à toutes les âmes sensibles. Cette troisième partie montre ainsi la maturité artistique et personnelle de Françoise Hardy. De chanteuse adolescente timide, elle est devenue une artiste complète, une mère, une compagne et une figure intellectuelle.
Elle a transformé les contraintes de la célébrité en une aura unique construite sur l'authenticité, l'élégance et la constance. Dans la quatrième et dernière partie de ce récit, il sera question de ses dernières années, de son combat contre la maladie, de son décès en 2024 et de l'héritage qu'elle laisse à la chanson et à la culture française. Un chapitre émouvant qui conclura le portrait de cette femme hors du commun. Au fil des années 1990 et 2000, Françoise Hardy poursuit sa carrière avec une discrétion exemplaire. Elle publie des albums espacés, choisis avec soin, où l'on retrouve sa voix douce et son écriture mélancolique. Les médias la surnomment désormais la grande dame de la chanson française. Ses apparitions publiques sont rares, mais chacune provoque l'émotion. Dans un paysage musical saturé d'images et d'effets, sa sobriété attire l'attention et inspire le respect. Cette période est aussi celle d'un approfondissement personnel. Françoise Hardy se consacre davantage à l'écriture, à l'astrologie et à la réflexion. Elle publie des livres mêlant souvenirs, analyses astrologiques et méditations sur la vie. Ses ouvrages trouvent un public fidèle qui admire sa lucidité et son regard sur le monde. Elle devient ainsi une figure intellectuelle et spirituelle, en plus d'être une icône artistique. Mais derrière cette activité mesurée, Françoise Hardy affronte des épreuves de santé. Dans les années 2000, elle révèle avoir été diagnostiquée d'un cancer du système lymphatique. Ce combat va marquer ses dernières décennies. Malgré la fatigue et les traitements lourds, elle continue à créer et à enregistrer. Ses albums de cette période, comme Tant de belles choses, 2004, ou L'amour fou, 2012, portent la trace de cette expérience intime de la fragilité et de la résilience. Dans ses interviews, elle parle de la maladie avec une franchise rare. Elle évoque la douleur, mais aussi la gratitude pour la vie et pour le soutien de ses proches, notamment son fils Thomas Dutronc et Jacques Dutronc, restaient très présents à ses côtés. Cette sincérité, loin de ternir son image, la rend encore plus proche du public. Elle devient un symbole de courage discret, affrontant l'épreuve sans exhibition, mais sans dissimulation non plus. Dans les années 2010, Françoise Hardy est régulièrement honorée par des générations plus jeunes d'artistes. Des chanteuses comme Christine and the Queens, Clara Luciani ou des groupes internationaux citent son influence. Ses chansons sont reprises, remixées, rééditées. Ses albums des années 1970, longtemps confidentiels, sont redécouverts et salués comme des trésors cachés. Cette reconnaissance tardive confirme l'intemporalité de son œuvre. Sur le plan médiatique, elle continue à se montrer avec parcimonie. Ses rares passages à la télévision ou à la radio sont vécus comme des événements. Elle y apparaît affaiblie, mais toujours élégante, avec cette voix douce qui a traversé les décennies. Elle parle de son rapport au temps, de sa vision de l'amour et de la mort, avec une sérénité qui impressionne ses interlocuteurs. En 2018, elle publie un dernier album studio, Personne d'autre, salué par la critique. Les textes, empreints de nostalgie et de lucidité, sonnent comme un adieu discret. Le public y voit une œuvre testamentaire, une manière de clore un chapitre tout en laissant une trace indélébile. Cet album confirme sa place dans le panthéon des grands auteurs-interprètes français. Malgré son retrait progressif de la scène publique, Françoise Hardy continue à fasciner les médias internationaux. Les photographes et les journalistes évoquent son mystère. Comment une artiste si discrète a-t-elle pu marquer si durablement la culture française et européenne ? La réponse se trouve sans doute dans son authenticité. Tout au long de sa vie, elle a refusé les artifices du star system, préférant la sincérité et la qualité à l'exposition. En juin 2024, la nouvelle tombe. Françoise Hardy est morte à Paris à l'âge de 80 ans. Son décès, annoncé par sa famille, provoque une vague d'émotions en France et à l'étranger. Les réseaux sociaux se remplissent d'hommages, de photos d'époque et de témoignages de fans. Les radios diffusent en boucle Tous les garçons et les filles comme un retour aux origines. Des artistes de toute génération saluent son héritage, rappelant l'influence qu'elle a exercée sur la musique, la mode et la culture. Les obsèques, organisées dans l'intimité, reflètent la personnalité de Françoise Hardy. Discrète, élégante, sans mise en scène. Son fils Thomas Dutronc prend la parole pour remercier le public de son soutien et rappeler l'importance de sa mère comme artiste, mais aussi comme femme. Jacques Dutronc, visiblement ému, souligne la douceur et la force intérieure de celle qui a partagé sa vie pendant tant d'années. Dans les jours qui suivent, les médias reviennent sur son parcours. Des documentaires sont rediffusés, des émissions spéciales lui sont consacrées. Les critiques rappellent son rôle de pionnière. Première chanteuse française à écrire ses propres chansons, première à s'imposer internationalement sans renier son identité, première à lier aussi intimement musique et mode. Les archives de l'INA et de l'ORTF ressortent des images rares de ses débuts, permettant à une nouvelle génération de la découvrir.
L'héritage de Françoise Hardy dépasse la musique. Elle a influencé des stylistes, des photographes, des écrivains et des cinéastes. Son image continue d'inspirer des marques de mode, des créateurs de parfums et des artistes visuels. Son style minimaliste, ses cheveux longs et raides, ses tenues iconiques sont régulièrement repris dans des campagnes et défilés. Elle a ainsi contribué à définir l'esthétique du chic français des années 1960 et au-delà. Mais c'est surtout dans la musique qu'elle laisse une empreinte durable. Ses chansons, mêlant mélodies simples et émotions sincères, restent des classiques. Elle parle de solitude, d'amour, de désir et de mélancolie avec une justesse qui traverse les époques. Sa voix douce, légèrement voilée, continue à séduire même des décennies après son premier succès. Pour de nombreux artistes, elle représente un modèle d'intégrité et d'élégance. Dans la mémoire collective, Françoise Hardy est devenue une figure intemporelle, comparable aux grandes icônes internationales comme Joni Mitchell ou Marianne Faithfull. Elle incarne l'idée qu'une artiste peut traverser les modes sans se trahir, évoluer sans se perdre et vieillir sans renoncer à sa dignité. Cette trajectoire inspire bien au-delà du monde de la musique. Elle est devenue un symbole d'indépendance, de discrétion et de fidélité à soi-même. La postérité de Françoise Hardy se manifeste aussi dans les hommages institutionnels. Des expositions rétrospectives lui sont consacrées dans des musées, des compilations de ses œuvres paraissent, accompagnées de livrets analytiques et de témoignages d'autres artistes. Les universités et les chercheurs en musique populaire se penchent sur son œuvre pour comprendre son impact sur la culture européenne du XXe siècle. Au-delà des chiffres de vente et des récompenses, c'est l'aura de Françoise Hardy qui subsiste. Elle a su transformer sa fragilité en force, son retrait en mystère et sa voix en mémoire collective. Sa mort n'a pas clos son influence, elle a au contraire ravivé l'intérêt pour son parcours et ses chansons. Des jeunes découvrent le temps de l'amour sur des plateformes de streaming, des cinéastes utilisent ses morceaux dans des bandes-sons et des stylistes réinterprètent son style. Cette quatrième partie conclut le récit d'une vie exceptionnelle. Née dans le Paris occupé de 1944, Françoise Hardy a grandi pour devenir l'une des artistes les plus importantes de son époque. Elle a traversé 6 décennies de musique et de culture, laissant derrière elle un héritage immense. Son parcours, fait de discrétion et d'authenticité, offre un modèle rare dans un monde médiatique souvent éphémère. En refermant ce portrait, on comprend que Françoise Hardy n'était pas seulement une chanteuse, mais une présence, un regard, une voix qui a accompagné plusieurs générations. Elle a donné à la chanson française une dimension poétique et universelle et à la culture européenne une figure de référence. Son héritage continue à vivre, non seulement dans ses disques, mais dans l'imaginaire collectif qu'elle a façonné.